Et on a énormément de questions. On a relativement peu de temps pour les traiter. D'abord, juste pour vous faire rire, parce qu'il y a des gens, c'est assez drôle, et il va falloir qu'on réponde, chers amis. D'abord, c'est M. Benfretch qui te dit savez-vous, M. Cambacérès, que vous êtes assis à la place exacte où se tenait notre président Hollande dans les années 80, quand il faisait cours avec Moscovici. Voilà. Voilà. Alors là, vraiment, Voilà. Bon. Ensuite, c'est moins gentil. C'est non pour nous trois. Ça va. Et puis les autres qui sont dans la salle, vous pouvez répondre aussi. C'est l'influence. Bon, suppose un questionnement, etc. Est-ce que l'omniprésence d'énarques, en gros, n'empêche pas de penser, n'empêche pas les think tanks, plus exactement. Et puis dans le même ordre, l'ENA est-elle toujours une contribution à l'influence française? Bon, qui veut répondre? Peut-être dans la salle, hein, s'il y en a, on n'est pas... D'emblée, très vite, moi, je n'aime pas du tout l'homogénéité des formations. Donc, dans tous les domaines, que ce soit... Or, la fonction publique française est bâtie là-dessus. Vous voulez diriger un hôpital, qui est une magnifique PME ou grande entreprise, vous êtes obligé de faire l'école de Rennes, basta. Vous n'avez aucun sens du commerce, ça fait rien, vous faites l'école de Rennes, très bien. Pareil pour la justice, ou dans la haute fonction publique, il faut faire l'ENA. Si le résultat est l'uniformité de la formation, je suis totalement contre, et alors c'est un point négatif pour nous qui se ressent. Bon, grâce quand même à l'ouverture un peu de recrutement de l'ENA, il y a quand même des formations différentes qui fait que le moule dans lequel on rentre n'efface pas les divergences. Mais c'est clair, vous n'avez jamais une entreprise privée qui est dirigée par des cadres qui ont les mêmes formations, enfin en tout cas qui viennent des mêmes écoles. En tout cas, s'ils le font, c'est une grave erreur. Enfin, moi, je vois une influence grandissante des écoles privées, y compris dans l'État. Hein. Je suis désolée, mais les HEC, maintenant, au sein de l'État, ils sont également de plus en plus forts, et pas seulement. Hein. Mais là, il y a typiquement un phénomène de réseau, on n'en a pas parlé, mais qui joue, enfin, nous-mêmes, on le fait tous dans nos écoles, l'influence par les diplômés est absolument colossale. Et y compris dans le monde, qu'on pourrait utiliser. Bon, voilà. Une autre question qu'on n'a pas abordée d'ailleurs, c'est peut-être pour Alice, ça, alors. Face au développement des réseaux de femmes, observez-vous déjà une influence spécifique de celle-ci, ou bien pensez-vous qu'elle se développera très rapido, hein, parce qu'on en a plein d'autres, mais c'était... C'est l'enfer. Moi, je ne suis pas pour stigmatiser. L'idée, c'est que oui, il y a des choses qui se font. Il y a plein d'études actuellement qui montrent que quand il y a des femmes dans des conseils d'administration ou dans des boards, l'efficacité de l'entreprise a une performance, elle est mieux cotée en bourse, le marché réagit mieux, etc. Donc effectivement, il y a des études qui montrent ça. Après, est-ce que c'est un contre-pouvoir, un réseau d'influence fort? Non, je ne crois pas. Il y a bien d'autres réseaux, j'allais dire bien plus puissants que celui des réseaux de femmes. Et je pense qu'on n'a pas intérêt à créer des réseaux de femmes pour que ça marche mieux. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas pour. Bon, enfin, on ne va pas entamer le débat maintenant. Parce je vais essayer de donner des questions auxquelles tout le monde pourra répondre. On a de Jean-François Serval et d'Alain Turc, deux questions assez proches qui sont: est-ce qu'un pays peut avoir une stratégie efficace d'influence si ses citoyens ont des visions diverses et contradictoires? Et le brain drain peut-il se faire au détriment de la France dans un contexte de concurrence entre institutions scientifiques et universitaires? Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas entre nous une concurrence franco-française qui empêche d'avoir une influence vis-à-vis de l'international? Mais c'est pas seulement, il y a les universités, mais d'une manière générale. Enfin, je vais peut-être vous laisser répondre. Je ne vais pas accaparer la parole. Non, je vous laisse. Bon, écoutez, alors, si personne ne veut répondre, je vais répondre. C'est moi, je vais répondre. Ah, voilà. Ouais. Je trouve cette question... Non, on se connaît bien, elle fait exprès. Il y a une question qui m'intéressait quand même, qui n'a pas été soulevée, c'est quid de l'influence des réseaux de femmes de la promotion Voltaire? Et là, c'est intéressant quand même. Oui, tu répondras là. Voilà. Il y en a ici, hein. On va attendre les élections législatives. Après les élections législatives, on vous en parlera. Et elles sont là. Il y en a effectivement quelques-unes. Ouais. Moi, je trouve cette question tout à fait intéressante parce que c'est aussi un des déterminants des stratégies d'influence nationale qui marchent.
On parlait tout à l'heure de la théorie du complot. Faussement, on essaie de la discerner parfois chez nos camarades américains. Et justement, ça n'est pas une théorie du complot chez eux, c'est une convergence spontanée des intérêts et des visions du monde qui repose, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas du Alain Minc, sur une étroitesse du cercle de la pensée stratégique. Pas de la raison, mais de la pensée stratégique. C'est-à-dire que globalement, que vous soyez démocrate ou républicain, on est à peu près d'accord sur les fondamentaux de la puissance américaine et globalement, on va dans le même sens. Nous croyons toujours en Europe qu'il y a les gentils démocrates, de notre point de vue, et les méchants républicains par rapport à l'Europe. Non, parce que quand cela nous concerne, il y a une espèce de belle homogénéité de l'autre côté de l'océan qui fait qu'on arrive toujours à des stratégies assez homogènes concernant l'ensemble des partenaires. Donc moi, je crois que oui, quand il y a une forme, pas surtout, quand il y a une espèce de cœur stratégique, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments où il n'y a pas trop de débat dans le pays en question, oui, c'est le substrat, on parlait de contenu, d'une stratégie d'influence et de puissance forte. Encore une fois, j'appuie mon propos sur un seul exemple. C'est ainsi que les Américains ont normé le domaine de la pensée militaire avec la révolution, la RMA, la révolution des affaires militaires, qui non seulement était une manière de définir pour quasiment tous les pays occidentaux ce qu'il est bon de penser ou pas en matière de concept militaire. Ça a été opéré par un opérateur totalement identifiable qui s'appelle la Rand Corporation. Et derrière cette capacité à imposer de la norme du concept militaire, il y avait de la capacité à vendre les bons matériels qui correspondaient aux bons concepts. Oui, mais alors cette capacité effectivement à créer de la norme, elle vient d'une capacité, en effet, les deux questions étaient très judicieuses parce qu'elle vient d'une capacité à créer un contenu commun. Et en effet, on ne pourra pas avoir une influence tant qu'on n'aura pas un mini contenu commun, enfin un contenu commun, disons un plus petit dénominateur commun, si vous voulez, à vendre. Hein. Et ça, donc, c'est pour ça qu'il faut avoir quelques priorités. Pourquoi les Brésiliens ont tellement bien réussi? C'est parce qu'il y a 30 ans, ils ont établi 30 priorités. 30 priorités industrielles, mais qui elles-mêmes devaient être doublées par une influence diplomatique, par une influence sur les élites des pays en développement, etc. Chaque priorité était déclinée dans tous les domaines. Et ces priorités ont été maintenues pendant les 30 ans, quels que soient les hommes au pouvoir, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, etc. Voilà le secret, c'est de se mettre d'accord sur ce que j'appellerais des méta-normes, si vous voulez, ou un méta-contenu, si vous voulez, sur lequel tout le monde soit à peu près d'accord et qu'on continue. C'est ça aussi qui a fait le secret américain et le secret à venir de l'influence chinoise. Alors, juste pour compléter, c'est la diversité des points de vue, comme on peut avoir chez nous en France, c'est une fantastique richesse. Parce que ça permet d'avoir un esprit très critique, de pouvoir concevoir de l'alternative. Enfin, j'allais dire, là, il y a une véritable tradition chez nous qui est quand même extrêmement puissante en matière de créativité autour de ça. Maintenant, il y a un problème, économiquement parlant. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fait désordre, vu de l'extérieur. Et vu des États-Unis ou de la Chine, quand on veut, nous, Français, s'implanter, ou une entreprise, ou n'importe qui s'implanter en Chine, aux US ou ailleurs, il y a une convergence des points de vue. Et comme dit Claude, il y a des priorités, et tout le monde part d'une même voie, et c'est assez spectaculaire. En revanche, quand des entreprises étrangères viennent s'installer chez nous, il y a une sorte de cacophonie territoriale qui fait qu'à un moment donné, finalement, ils se disent, bon, ben, est-ce qu'on a intérêt à aller là, ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller dans un autre pays européen. Il ne faut pas confondre l'expression des idées, qui est effectivement une richesse extraordinaire, mais ça se décline en cacophonie. La canalisation nécessaire, et c'est là qu'on parle effectivement de structuration. C'était une autre question d'ailleurs, quid d'une coordination pour structurer toutes ces pensées diverses. Enfin, on est en train d'y répondre. Non, je voulais simplement ajouter une vue très micro. Et je voulais dire qu'en fait, on a une caractéristique culturelle en France, c'est qu'on a quand même du mal, même maintenant, même si on a fait des progrès, à travailler en équipe. On a quand même du mal, même si on a fait des progrès, à faire circuler l'information. Et l'information est clé en matière de lobbying. Je compare tous les jours ce que nous faisons, nous Français, par rapport à ce que font les banques, évidemment qui sont nos concurrents dans cet exercice d'influence, les banques anglaises. Je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. À l'issue d'un rendez-vous, par exemple, mené par une association professionnelle bancaire ou de capital market anglaise, quelques heures après, vous avez un compte-rendu qui est diffusé à une centaine d'intervenants.
Les mêmes, en France, ne diffusent surtout pas. Ils se gardent l'information, ils en diffusent un tout petit peu, et puis après, plus tard, lorsque l'information est périmée, ils la relâchent. Donc là, vraiment, on a une différence culturelle, on est encore l'homme lige, l'homme recourt, celui qui va être le sauveur et qui va trouver la martingale. Or, ça n'existe pas, c'est un travail fondamentalement d'équipe et de circulation de l'information, c'est contre notre tendance naturelle. C'est ce qu'on appelle le management de la connaissance, le management de l'information au sein des structures. Alors, il y a 3 séries de questions pour Jérôme, en fait, des questions financières. Donc, tu vas essayer d'être très court et percutant et synthétique, oui, comme d'habitude. Alors, en quoi les accords de Bâle 3 influencent l'offre de crédit en France? La diversité des modèles financiers et bancaires européens n'empêche-t-elle pas la création d'une agence de notation européenne? Attends, répète ça, la diversité des modèles financiers et bancaires européens n'empêche-t-elle pas la création d'une agence de notation européenne? Et troisièmement, y a-t-il une conscience des élites américaines, à ton avis, que le système financier américain est un contributeur net au rayonnement américain? C'est des questions un peu différentes, mais c'est quand même tout aspect financier. Sur Bâle 3, la réponse est oui. Il faut beaucoup plus de capital, il faut beaucoup plus de liquidité. Le ratio de solvabilité, c'est un ratio. Il y a un numérateur, qui est le capital. Il y a un dénominateur, c'est les risques. En gros, les crédits risqués. D'accord ? Bien. Nous n'avons plus la capacité, parce que nous ne sommes pas assez attractifs, à lever des capitaux pour toutes les banques. Il n'y a pas de marché, etc. Donc, vous n'avez pas d'investisseurs. Donc, on est obligé de réduire le dénominateur, c'est-à-dire les risques. Alors, qu'est-ce que nous faisons en réalité? C'est que chaque banque nationale, dans son pays, protège son marché et coupe les crédits qu'il a à l'international. Donc, ce qui fait que, contrairement à la réforme, nous arrivons à une fragmentation du marché dit unique, qu'il est de moins en moins le marché européen. Deuxième question, la diversité des modèles, oui, elle existe. Le lien avec la difficulté à créer une agence de notation n'est pas existant. Je ne vois pas les relations entre l'un et l'autre. La raison pour laquelle il est très difficile de créer une agence de notation, c'est qu'il faut du professionnalisme derrière. Et donc, bon, malgré les moulinets politiques de dirigeants en Europe, ça va être très difficile. Sur l'élite financière américaine, elle en a pris un sacré coup. 2007 ou 2008 a été quand même presque l'acte de décès. Je prendrai qu'un seul exemple et que vous devez connaître. Harvard, avant, en 2006-2007, les générations qui sortaient d'Harvard, ils allaient pour 60-70% dans la finance. Les dernières générations donnent 15-20%. Et encore, il faut bien les payer. Donc, il y a vraiment un changement, comme on dit maintenant, de paradigme. Et c'est tant mieux. Et il y a aussi une série de questions aussi sur le lien, finalement, entre l'influence française et la croissance. Parce qu'en fait, est-ce que si notre modèle économique créait plus de croissance, on n'aurait pas plus d'influence? Et est-ce qu'on passe pas trop par les entreprises, les grandes entreprises en France, au lieu d'essayer de... Et est-ce qu'il faut forcer, a-t-on intérêt à soutenir parfois les PME face à leur détriment? Bon, c'est des questions un peu détaillées, mais est-ce qu'elle peut répondre de manière assez rapide? Non, je voulais simplement dire sur la croissance. Évidemment, nous sommes un pays dont l'influence décroît structurellement. Même si nous avons beaucoup d'idées, même etc. Voilà, nous pesons ce que représente notre commerce extérieur. Et on le voit bien avec le débat entre le président français, quel qu'il soit d'ailleurs, et Madame Merkel. Oui, mais enfin, si on avait peut-être un peu plus d'influence par les idées, on pourrait amplifier moi, je crois pas mal à l'influence des idées. Ce qui compte, c'est la... À tort ou à raison, c'est la réussite économique et c'est le cash.
Oui, c'est un grand débat, ça. Oui, c'est un gros débat, parce qu'il n'y a pas que ça, probablement. Il y a aussi... C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. S'il y en a qui veulent intervenir... Il y a aussi les bons canaux d'influence. Est-ce qu'on a les bons canaux? Si on prend le modèle allemand, vous l'avez dit tout à l'heure, le lien, j'allais dire, dans le tissu industriel entre la PME, le donneur d'ordre est très très fort, il est très puissant. Ce sont plutôt les acteurs qui vont négocier. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe beaucoup par des canaux diplomatiques en termes de négociation, où on reste sur beaucoup du politiquement correct et on a du mal à jouer de nos effets d'influence. Mais même, on l'a dit, vous l'avez dit, sur le français, la place du français, les investissements qu'on a à faire. Donc on peut, c'est très facile pour nous, si on le veut, d'actionner d'autres canaux aussi, hein, et de faire un peu comme font les autres. J'aimerais bien dire une petite chose. Je n'ai pas de réponse tout à fait tranchée, moi, à cette question, mais je voudrais juste qu'on se rappelle 2 minutes d'un exemple historique que je trouve assez intéressant. Au XVIIIe siècle, qu'on dit être un siècle français par excellence, si l'on regarde l'ensemble des puissances européennes, il n'est pas démontré que la France est la puissance dominante au XVIIIe siècle, pour un tas de raisons qui n'auraient pas beaucoup d'intérêt de développer ce soir. En revanche, la France, c'est du point de vue de l'influence, tout à fait dominante. Et elle le doit quand même, je m'excuse d'enfoncer de telles portes ouvertes, aux idées. Ah oui. À la culture française, au fait que les élites européennes parlent français, on parlait de la langue tout à l'heure, et que donc, oui, il y a un rapport quand même qui ne me paraît pas simple entre la richesse dans ses sens les plus variés ou la richesse matérielle et l'influence. Il y a sans aucun doute des liens, j'allais dire, secondaires, notamment parce que parfois il faut financer certaines actions, mais je pense qu'il n'y a pas de lien direct. Et c'est peut-être, alors là, une source de découragement que je trouve excessive dans notre pays. Je l'ai entendu, moi, souvent, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Comprenez, on est de moins en moins riche, ce qui n'est pas contestable, ça devient compliqué de faire de l'influence. Moi, je crois, peut-être un peu bêtement, mais j'assume ma niaiserie, que lorsqu'on devient de moins en moins riche, justement, l'une des voies de sortie, c'est peut-être bien l'influence. Alors ça nous oblige à être un peu intelligents, parce que c'est vrai que faire de l'influence avec moins d'argent, il faut se creuser un peu. Alors je vais lire 2-3 choses très rapidement qui sont en fait plus des idées que des questions. On nous dit que on ne prend pas assez soin des fonctionnaires de niveau opérationnel. Les Français ne cherchent qu'à placer des gens au top niveau dans les organisations internationales. Et ça, c'est très vrai. Que les États-Unis mettent systématiquement les ONG et les grandes causes en avant dans leurs approches d'influence, et puis en fait, par derrière, font aboter les approches économiques. Ça, je crois que c'est tout à fait vrai aussi. On ne peut que constater. Et que la Chine, les États-Unis, le Vatican, la Russie, exercent une influence de manière beaucoup plus offensive qu'on ne le fait nous. Je voudrais poser une dernière question à Alice, et ensuite, quand même, que 2 ou 3 personnes, va leur passer le micro, puissent s'exprimer aussi directement. Il y a une question, tu vas répondre par oui ou par non, s'il te plaît. Pensez-vous que les universités chinoises domineront l'enseignement supérieur international et dépasseront les universités de l'Ivy League? Non. Bravo. Mais je dois quand même dire qu'aux États-Unis, la langue étrangère la plus apprise maintenant par les étudiants des États-Unis, c'est le chinois quand même. Donc ils ont compris que le 21e siècle, c'est entre eux et la Chine. Et alors une question aussi pour toi, et après on passe. Quel est l'avenir de la stratégie des droits de l'homme en tant qu'influence dans les relations internationales? Par oui ou par non? Oui, parce que penses-tu du messianisme des droits de l'homme en tant que comme influence dans les relations internationales? Messianisme, j'en sais rien, mais je crois que si la France a quelque chose à dire, c'est qu'il faut qu'elle ait les mêmes valeurs à l'international qu'à l'intérieur. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de choses à dire. Il ne faut pas le faire d'une manière systématique, etc. Mais je crois qu'effectivement, oui, ça fait partie de notre message dans le monde et de l'influence de la France, oui, absolument. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a on a 3 minutes. Après, on va nous sortir, nous vider. Une question, voilà, qui vous serait restée sur le cœur. Un micro. Je trouve qu'on parle beaucoup de la France, mais quid de l'Europe? Est-ce qu'à long terme, on ne doit pas réfléchir forcément par l'Europe, donc passer directement à une réflexion européenne et passer l'étape de la France?
C'est un peu ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est-à-dire que nous, on a une double tâche en France. Je l'ai bien dit, je ne vais pas développer parce que je n'avais pas le temps, mais il faut d'abord qu'on convainque au niveau européen et qu'on convainque sur un contenu sur lequel on soit, nous, d'accord, et ensemble. Et ensuite, il faudrait faire porter un message, des idées par l'Union européenne, si vous voulez, en matière de relations internationales, etc. etc. Ou sur des choses tout à fait précises, hein, en matière de droit. Je pense que les avocats et les juristes ont un rôle absolument énorme à jouer, absolument énorme, qui n'ont peut-être pas compris qu'ils étaient à ce point-là vecteurs d'influence et objets d'influence, y compris en Europe. Hein. Et donc, vous avez raison, on doit travailler au niveau européen, mais ne soyons pas naïfs, sachons quand même qu'on a beaucoup de concurrents au niveau européen, beaucoup, et pas seulement au niveau économique et financier, mais au niveau des idées. On n'a pas tous les mêmes idées, hein, donc il faut déjà se mettre d'accord. Mais avant de se mettre d'accord au niveau européen, il faut qu'on se mette, nous, d'accord au niveau français pour savoir sur quoi on va aller convaincre nos amis européens. Moi, je vais vous dire, je l'ai souvent dit, mais quand j'ai travaillé à plusieurs reprises avec je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, avec la représentation permanente à Bruxelles, hein, je leur demande quelle est la position française sur ce sujet-là. Gros silence. On ne sait pas. En fait, si c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a plusieurs positions. Le ministère machin dit que, l'autre dit que, etc. Donc au total, on n'a pas une vraie position française bien coordonnée, si vous voulez. Donc dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'on convainque nos amis européens ? Ça n'a même pas, nous, de position française. Donc il faut faire les deux pour répondre à ce que vous disiez. Je partage votre sentiment, mais nous nous en sortirons uniquement que par l'Europe, je n'ai aucun doute là-dessus, mais il faut des abandons de souveraineté. Ces abandons de souveraineté de chacun des États se fait partiellement dans la douleur. Et il se fait alors que l'Europe est au bord du précipice. Et c'est pour ça que les États font des abandons de souveraineté. La question c'est, est-ce que, à force de se rapprocher du précipice pour avoir ces abandons de souveraineté, on ne va pas tomber dans le précipice? Et ça, c'est toute la question. Mais il faut des abandons de souveraineté. Et le problème, c'est que notre système démocratique dans chacun des États est contre ça. Parce que finalement, vous avez toute une classe politique qui n'arrive pas à intégrer l'Europe, qui est encore très nationale et qui perd sa légitimité politique. Mais elle n'arrive pas à intégrer l'Europe parce qu'elle n'a pas très bien compris les mécanismes d'influence au niveau européen. C'est ça, parce qu'elle se sent un peu en retrait. Donc il y a tout un investissement intellectuel à faire. Si je peux me permettre une petite on va nous vider de force, complément, oui. Il y a une seule petite inconnue ou paramètre qui manque dans votre équation, c'est que l'influence elle-même, dont on parle depuis tout à l'heure, travaille le tissu même européen. Et que on peut effectivement discuter quels abandons de souveraineté ou pas. Encore faut-il savoir quel sera celui qui aura la position dominante in fine. Vous savez ce que disait le général de Gaulle, à part l'Europe en sautant comme un cabri. Il y a aussi la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de fédération sans fédérateur. Donc quand bien même, admettons, faisons abstraction de toutes les positions politiques, fédérales, antifédérales, peu importe, qui sera le ou les puissances dominantes en Europe et qui aura la capacité à faire valoir ses intérêts, parce que je crois en revanche qu'il serait très largement utopique de penser que nous faisons l'Europe de manière égalitaire. Regardez en termes de politique industrielle ce qui se passe, c'est-à-dire rien. Et il y a un certain nombre d'éléments concrets qui le fondent, notamment le fait que nous sommes le seul continent ou la seule union qui pense que le libre-échange est une chose absolument sérieuse. Bon, on va peut-être arrêter là. Oui, et les appariteurs rôdent, donc voilà, c'est ça. Devoir s'arrêter là. En fait, si vous voulez, effectivement, ce qu'on peut... On va espérer qu'on vous a intéressé à réfléchir à nouveau et de plus en plus à ces questions d'influence qui sont totalement fondamentales. Et on vous remercie énormément d'être venus et restés.